Bonjour à tous. Excusez-nous pour les 2 minutes de retard. Voilà, je suis très heureuse de pouvoir animer ce webinaire aujourd'hui, repenser le lien entre entreprise et nature en donnant des droits à la nature avec Marine Calmet. Bonjour Marine. Bonjour, bonjour à tous. On va démarrer. Juste avant qu'on démarre, je vais vous dire un tout petit mot sur Rivage. Donc Rivage, c'est l'entreprise que j'ai cofondée avec mon associé Thibaut. Et notre mission, c'est d'embarquer les entreprises sur la voie de la préservation du vivant. Concrètement, comment on fait ça? On fait ça avec 3 différentes briques d'activité. La première brique, c'est une brique de sensibilisation. On a développé différents formats d'ateliers, tout un catalogue de conférenciers, de la veille et différents contenus pour sensibiliser les entreprises aux enjeux du vivant. Après la sensibilisation, la deuxième brique assez logique, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour agir en faveur du vivant, en faveur de la biodiversité? Et donc, on propose des accompagnements sur le sujet. Et enfin, notre troisième brique, c'est l'accompagnement CSRD, cette réglementation environnementale extrêmement exigeante qui touche les entreprises et qui est une très bonne porte d'entrée sur les sujets du vivant pour les entreprises. Voilà pour la page de publicité. Et du coup, on va arriver au cœur de notre sujet. Donc, on va passer 1 heure ensemble aujourd'hui, qui va se dérouler selon le programme suivant. D'abord, je vais donner la parole à Marine, qui va nous dire quelques mots sur elle et sur son parcours. Et puis, on va arriver sur les droits de la nature. L'objectif, vraiment, c'est de comprendre d'abord qu'est-ce que c'est, pour voir ensuite dans quelle mesure est-ce que c'est déjà une réalité ou c'est encore une utopie juridique. Et puis on verra ensuite concrètement qu'est-ce que ça change quand c'est mis en œuvre, qu'est-ce que ça change dans les territoires, qu'est-ce que ça change pour les citoyens et qu'est-ce que ça change pour les entreprises. Et on creusera particulièrement cette dernière partie. Et enfin, il y aura 10 minutes de questions-réponses à la fin. Et je vais inviter Thibaut, mon associé, à monter sur scène. Et c'est Thibaut, du coup, qui est présent dans l'ombre, qui va animer le chat aujourd'hui et qui va être présent pour répondre, pour prendre vos questions. On essaiera d'y répondre au maximum au fur et à mesure, mais pour toutes celles qu'on n'aura pas pu prendre, il y aura un petit temps de questions-réponses à la fin. Bonjour à tout le monde. Merci Clémence pour l'introduction. Du coup, comme l'a dit Clémence, je suis là pour prendre les questions et pour interagir sur le chat pendant cette heure. Bon webinaire et du coup, on se retrouve à la fin. À tout à l'heure. Et juste avant qu'on démarre ce webinaire, Marine, je voulais te dire un immense merci. Merci pourquoi? Moi, j'ai entendu parler de toi pour la première fois, je pense, il y a un peu plus d'1 an. J'ai entendu parler de toi en lien avec les droits de la nature. Et là, beaucoup plus récemment, j'ai suivi de très près l'initiative que tu as lancée, le procès de la Seine. Alors peut-être pour les Parisiens, si vous n'avez pas suivi ça, vous avez pu voir les affiches, parce qu'il y a des affiches du procès de la Seine qui ont fleuri partout dans Paris. Et le procès de la Seine, qu'est-ce que c'est? C'est une initiative, c'est un procès fictif qui a réuni de nombreuses personnalités à travers des débats passionnants sur la pertinence juridique de donner des droits à la Seine pour qu'elle puisse protéger son intégrité face à la pollution. Et cette initiative, elle était juste géniale, et pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle mobilisait aussi bien des scientifiques, des politiques, des hommes et des femmes de droit, dont toi, Marine. Et en fait, chacun venait apporter ses arguments pour donner des droits à la Seine dans ce cadre de ce procès fictif. Et grâce à leur intervention les unes après les autres, on avait un tableau mais absolument enthousiasmant de qu'est-ce que ça voulait dire donner des droits à la nature et comment ça permettait les humains et les non-humains à vivre en harmonie. Et la deuxième raison pour laquelle c'était génial, c'est qu'on parle beaucoup dans les milieux écolos d'inventer des nouveaux imaginaires. Et en fait, grâce à cette initiative, tu investissais un théâtre, lieu de culture par excellence, pour venir y poser des idées radicalement nouvelles et innovantes
et ça a fait un carton. Moi, j'ai été dans la queue du théâtre, j'ai pas pu rentrer tellement c'était plein, j'ai dû rentrer chez moi pour suivre sur YouTube. Mais en tout cas, de voir cette queue immense qui dépassait la queue qu'il y aurait eu pour le dernier iPhone, devant un Apple Store pour le dernier iPhone, sur les enjeux voilà, des droits de la nature, c'était juste enthousiasmant. Et donc, un grand, grand merci pour cette initiative. Je dois surtout remercier la ville de Paris qui nous a fait confiance là-dessus et qui nous a sollicité. Et effectivement, on a été largement dépassé dans nos attentes puisqu'il y avait 600 personnes à l'intérieur, mais en fait des centaines de personnes à l'extérieur et beaucoup de personnes qui ont aussi suivi en ligne. D'ailleurs, si vous avez le lien pour partager la vidéo YouTube du procès simulé, c'est effectivement grâce à des grandes personnalités aussi comme François Molins, un procureur très très connu, Corinne Lepage, ancienne ministre de l'écologie, etc., que la force des arguments pour les droits de la nature a aussi, je vous divulgue rien de la fin du procès, mais que ces arguments ont pu porter aussi fort. Ouais. On va revenir un peu en détail sur les droits de la nature, mais alors avant, je vais te poser la question rituelle de nos webinaires. Que représente le vivant pour toi? Comment ça résonne? En fait, moi, j'utilise pas trop souvent le terme de vivant, mais plutôt de nature, même si c'est un concept pour le coup très culturel. Mais en fait, dans le mouvement des droits de la nature, on parle de nature parce qu'on parle d'une grande communauté de vie. Et donc, le vivant, pour moi, c'est moi, tous les autres avec qui je vis au quotidien. Mais c'est plus que ça aussi parce que il y a les autres qu'humains, il y a les non-vivants. Dans le non-vivant, on met tout ce qui est la géologie, l'histoire de la Terre, en fait, le sol qu'on foule tous les jours avec nos pieds. Et donc, j'exclus jamais les non-vivants aussi de cette grande communauté interagissante, interdépendante, qui est notre biosphère, notre seule et unique maison. Merci beaucoup pour cette réponse. Et alors, du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi? En fait, comment tu es arrivée à devenir un peu l'étendard des droits de la nature en France? Alors en fait, donc moi j'ai étudié le droit de l'environnement à l'université. J'ai eu la chance de partir en Allemagne et en Allemagne on parlait déjà beaucoup du climat au moment où j'étais encore jeune à la fac. Et en revenant en France, je me suis dit ça y est, c'est bon, je sais ce que je veux faire. Je veux devenir avocate et je veux défendre la nature. Puis une fois mon diplôme d'avocate en poche, malheureusement, je me suis rendu compte que c'était pas si simple parce que d'une part, la plupart des cabinets d'avocats qui se disent leaders en matière de protection de l'environnement, en fait, la plupart du temps, on se rend compte qu'ils défendent des pollueurs. Et ça a été une grosse claque que je me suis pris parce que, en fait, en faisant mes premiers entretiens d'embauche, j'ai compris que j'étais inemployable parce que j'étais déjà beaucoup trop militante pour être recrutée. Et ensuite, surtout, en perdant mes premiers procès, je me suis aussi rendu compte que le droit était profondément faussé et déséquilibré parce que en faveur d'intérêts industriels qui étaient à la fois contraires aux meilleures connaissances scientifiques et en même temps aussi totalement déséquilibrés dans le rapport de force avec les citoyens. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer à cette époque aussi une délégation de peuples autochtones de Guyane qui venait à Paris pour alerter sur les dangers d'un grand projet dont vous avez certainement entendu parler qui s'appelait Montagne d'Or. Et ils m'ont dit que si je savais pas quoi faire de ma vie, eux, ils avaient besoin d'avocats en Guyane. Et donc, je suis partie à la fois me former au droit coutumier autochtone, donc comprendre en fait les lois qui régissent les structures autochtones traditionnelles, parce que j'avais envie de comprendre ce qui faisait la différence entre leur culture et la nôtre. Et puis, me mobiliser contre ce grand projet minier. Et il se trouve qu'en Amérique du Sud, le mouvement des droits de la nature est très fort. Et c'est là-bas que j'ai pris conscience de tout l'enjeu de penser comment transposer en fait ce droit de la nature à l'échelle française. Parce que je me suis dit, ça sert à rien de devenir avocate si je perds tous les combats que j'ai envie de gagner. Je préfère transformer le droit d'abord et ensuite m'inscrire au barreau.
On comprend bien la logique. Est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus, que moi je connais le projet Montagne d'Or parce que j'ai préparé ce webinaire, mais est-ce que tu pourrais en dire un petit mot? Oui, bah, c'était juste le plus gros projet de mine d'or jamais imaginé sur le sol français, en Guyane, au milieu de la forêt amazonienne, entre deux réserves de biosphère intégrale, donc qui sont en théorie censées être les espaces les plus protégés au monde, et une forêt qui accueille des centaines d'espèces, dont la plupart sont protégées en théorie par le droit, mais qui faisait face donc à ce projet totalement délirant. Donc, il faut vous imaginer un énorme trou, une mine à ciel ouvert creusée à coups de 10 tonnes d'explosifs par jour, des centaines de milliers de litres d'eau par heure consommés sur le site, et un bilan carbone évidemment désastreux en termes à la fois de déforestation, d'usage d'énergie fossile, etc. Et pourtant, ce projet a été soutenu, mais même totalement encouragé par le gouvernement français à l'époque. Et on s'est mobilisé, on a participé au débat public, on a organisé des marches, on a fait des recours en justice. Et on a fini par obtenir du gouvernement qu'il recule sur ce projet, qu'il l'abandonne. Et ça a été une longue bataille à la fois politique et juridique. Ok. Et du coup, ça a été vraiment la bataille mère pour toi qui t'a permis de te lancer sur le sujet. Bah, ça a été une confrontation avec la réalité, parce que je me suis rendu compte à quel point le droit minier faisait totalement fi en fait des notions environnementales, complètement faussées, dans le sens où, en fait, finalement, c'est un droit qui a été écrit par les industriels, pour servir finalement de cadre juridique, mais à l'exploitation de la terre. Et il n'y avait même pas le terme environnement, en fait, dans le code minier il y a encore quelques années. C'est que, justement, grâce à cette mobilisation, qu'on a réussi à réviser le code minier et faire véritablement rentrer la nature dans le code minier. Mais donc, c'est là que je me suis rendu compte, notamment de cet héritage de notre droit, puisque le code minier, par exemple, c'est un héritage napoléonien, à une époque où Napoléon voulait simplement faire la guerre et extraire en fait les ressources minières du sol. Et donc cet héritage, il nous pèse aujourd'hui, et il est évidemment pas du tout adapté à notre époque, aux enjeux qu'on rencontre. Et c'est surtout en travaillant sur ces sujets-là qu'on se rend compte évidemment de l'urgence de changer notre droit, de rééquilibrer le rapport de force entre ceux qui détruisent le vivant et ceux qui souhaitent le protéger, et faire en sorte que droits de la nature et droits humains puissent être garantis en limitant justement les activités les plus nocives pour notre planète. Donc, si je comprends bien, on a ce droit en héritage qui nous place un peu comme ce que disait Descartes, en maître et possesseur de la nature. C'est-à-dire, on voit la nature comme une ressource qui est juste là et qu'on peut exploiter. Et du coup, les droits de la nature viennent faire une sorte de contre-pied à cette vision-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur les droits de la nature? Qu'est-ce que c'est, leur origine? En fait, les droits de la nature sont un mouvement à la fois juridique, mais aussi éthique, philosophique, qui s'ancre vraiment profondément dans une philosophie de lien à la terre. On retrouve par exemple des prémices du mouvement des droits de la nature dans des livres formidables comme celui d'Aldo Léopold, vous savez, celui sur le Comté des Sables, où déjà les philosophes, les personnes qui travaillent sur l'éthique environnementale se posent la question mais est-ce qu'il n'y aurait pas un problème dans la manière dont nous regardons la nature, et dont nous acceptons finalement et nous banalisons le fait de la marchandiser, de l'exploiter, de la détruire. Et puis en 1972, il y a vraiment un livre fondateur qui est celui de Christopher Stone, qui s'appelle Les arbres doivent-ils pouvoir plaider, et qui est donc lui juriste américain qui s'intéresse à une affaire qui a lieu dans cette année-là aux États-Unis, qui oppose le Sierra Club, une association de protection des droits de l'environnement, et la compagnie Walt Disney, que vous connaissez tous. Walt Disney qui a décidé de construire un parc d'attractions au milieu d'une vallée où vivent des séquoias géants. Et donc, l'association saisit la justice, mais elle est déboutée. Le juge rejette sa demande en justifiant qu'en fait, l'association de protection de l'environnement n'a pas de préjudice personnel qui lui permet d'agir. Elle n'est pas propriétaire des arbres, et donc, elle n'a aucune raison d'aller en justice, même si le projet ne lui plaît pas. Et là, Christopher Stone, en bon universitaire, dit « Mais attendez, mais si les êtres humains ne peuvent pas plaider pour représenter la nature, est-ce que les arbres doivent pouvoir plaider ?» Et en fait, sur cette boutade, il en vient à expliquer son raisonnement juridique. Il dit tout simplement que reconnaître l'autre comme une personne
n'est pas une situation intangible dans l'histoire de l'humanité. Il revient sur l'abolition de l'esclavage et donc de l'abolition d'un système juridique qui acceptait parfaitement que certains êtres humains puissent être eux aussi des choses, des marchandises, vendues, exploitées, détruites, pour remplir des intérêts et des fonctions essentiellement économiques. Il revient sur le statut des femmes, longtemps considérées comme des sous-humains, privés de leurs droits politiques, donc du droit de vote et du droit d'être élu, mais aussi de droits économiques, le droit de choisir son emploi, voire même de travailler, et d'autres droits qui tiennent tout simplement lieu de droit de disposer de leur corps. Et on le voit bien aujourd'hui, ce sujet n'est toujours pas passé de mode. Donc, il revient sur cette question de qui on considère comme un être et donc qui on fait rentrer dans ce grand cercle qui est notre société, de ceux avec qui on fait société. Et le deuxième pan de son raisonnement tend à dire, vous voyez ce regard que nous portons sur l'autre, l'altérité que nous réussissons à avoir dans l'autre, elle n'est pas intangible, elle n'est pas immuable, elle a constamment évolué. Et peut-être que le mouvement des droits de la nature est donc bien, finalement, le stade ultime de la reconnaissance de l'altérité dans l'autre et de l'inclusion du coup de la nature dans notre périmètre qui est celui de notre société. Donc, il nous amène à penser en fait l'élargissement de notre société humaine aux autres qu'humains. Et il dit, non seulement c'est souhaitable pour faire face à la crise écologique, mais en fait c'est parfaitement faisable puisque juridiquement l'être humain, nos sociétés ont constamment fait évoluer le droit pour créer de nouvelles sociétés. Les syndicats, les entreprises, les associations et même les États sont des fictions juridiques, des personnes morales qui sont construites sur mesure pour répondre aux intérêts du moment, aux enjeux du moment. Et donc, du coup, il nous fait atterrir un peu sur cette idée dans les années 70 déjà, que en fait les droits de la nature sont faisables et souhaitables pour repenser notre relation avec le vivant. Et entre-temps, depuis Christopher Stone, il y a eu un très grand développement de ce mouvement, notamment un moment charnière en Équateur en 2008, l'Équateur qui est devenu le premier pays à inscrire les droits de la nature dans sa constitution. Et ensuite suivi par de très nombreux territoires un peu partout en Amérique du Sud, en Amérique du Nord également, où le mouvement est très présent, et désormais en Afrique, en Asie et même en Europe, puisque il y a 2 ans déjà, en 2022, l'Espagne a été le premier pays à reconnaître les droits d'une lagune, la lagune Mar Menor, dans le sud-est de l'Espagne, par le biais d'une loi. Merci beaucoup pour cette explication. Tu dis quelque chose où je me dis, tiens, c'est particulièrement innovant, ces droits de la nature, c'est qu'en effet, tu soulignes à raison comme que les États, les entreprises, etc., sont autant de personnalités juridiques, enfin en tout cas de formes d'objets juridiques, mais qui existent que parce qu'on y croit. Mais tous... Pas des objets, justement, pas des objets juridiques, mais des sujets juridiques. Oui, tout à fait. C'est ça qui est très différent parce que ces personnes, elles disposent en fait d'une personnalité propre, de droits, d'ailleurs de droit de la liberté d'entreprendre, le droit à l'image, même le droit au secret, le secret des affaires. Donc, ce sont des personnes qui peuvent agir en leur nom et pas au nom des dirigeants, en leur nom, avec une personnalité fictive. Et ces mêmes personnes, elles disposent de droits sur ce que nous considérons comme des objets, justement, des choses, des biens, des marchandises, des services écosystémiques. Elles ont des droits sur la nature qui, elle, n'a ni personnalité, ni droit. Vous voyez à quel point le rapport de force est inégal et comment dans cette configuration juridique qui n'est pas vraiment qu'une configuration juridique, mais qui est en fait une configuration politique et au-delà de ça, une configuration éthique et ontologique, quel rapport nous tissons aux autres? Qu'est-ce qu'elle en dit, cette configuration juridique sur la manière dont nous incluons la nature dans nos relations, alors même que la plupart des entreprises, de ces fameuses personnes morales, dépend entièrement du bien-être de la nature, dont le PIB lui-même est entièrement dépendant de la nature. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on s'est construit une représentation du monde qui n'est pas juridique, qui est d'abord culturelle. Parce que on ne retrouve pas du tout cette même mentalité chez les peuples autochtones de Guyane. Hein. On ne retrouve pas non plus cette même mentalité chez d'autres peuples dans le monde qui ont une relation, comme l'a étudié par exemple, ou
expliqué très bien le philosophe Descola, une relation totémiste, animiste, mais ou même aujourd'hui, tout simplement, beaucoup de territoires en lutte pour la reconnaissance des droits de la nature comprennent que fondamentalement, en fait, droits humains et droits de la nature, c'est une seule et même chose. Et donc, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Avec cette petite différence quand même du coup qui me frappait, c'est de se dire que certes on a donné une personnalité juridique à d'autres entités, mais qui étaient toujours des entités à forme humaine. Et donc avec ces droits de la nature, c'est vraiment la première fois du coup qu'on donnerait une personnalité juridique à des non-humains. Et c'est ce pas de plus là qui est très intéressant, mais très innovant aussi. En fait, on sait parfaitement le faire. C'est que juste dans notre vision du monde, on a du mal à l'analyser. Tu dis, on a des sociétés, des personnes à forme humaine. Mais en fait, aujourd'hui, on peut se questionner sur ça parce que même au sein des entreprises, d'une même structure, d'une même personne morale, il y a des intérêts très divergents. C'est pour ça qu'il y a eu l'apparition notamment de syndicats, de représentants du personnel. Au sein d'une même personne morale, en fait, il y a des personnes physiques avec des intérêts très divergents. Dans la nature, c'est pareil. Il y a des entités humaines, il y a des entités autres qu'humaines, tous n'ont pas les mêmes intérêts, etc. Et en fait, moi, j'aime bien comparer, en fait, peut-être que certains qui sont férus de droit des affaires ici verront tout de suite le parallèle. Vous savez, en droit, il y a un truc qu'on appelle les personnes de fait. C'est-à-dire comme deux personnes, deux associés ne déposent pas en fait une entreprise en préfecture, ne l'inscrivent pas dans le registre du commerce, mais en fait ils font du business au quotidien. Et le juge peut en fait, quand il est saisi d'une affaire comme ça, par exemple, où l'administration considérait qu'en fait deux personnes qui agissent et qui partagent pertes et profits sont en fait une société créée de faits. Et en fait, qu'est-ce que c'est la nature si ce n'est une société créée de faits? Quelque chose que nous n'avons certes jamais déclaré en préfecture, mais en fait, nous partageons quotidiennement pertes et profits avec le milieu dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que si le milieu va mal, si les ressources s'amenuisent, si les écosystèmes se déséquilibrent ou si la biodiversité disparaît, nous partageons tous pertes et profits. Nous, humains, nous, êtres vivants. En revanche, il faut justement se raciner aussi dans une vision politique. Cette grande personne morale qui est la nature, qui est cette communauté de vie, elle est aujourd'hui atteinte parce que justement, il y a des intérêts privés qui portent atteinte à l'intérêt commun, à l'intérêt général et qui déstabilisent, qui provoquent cette déstabilisation du monde vivant. Et donc, il y a vraiment besoin en fait de rétablir tout simplement aussi des repères comme ça, des structures, des constellations de personnes pour pouvoir réatterrir sur une nouvelle constellation juridique capable de penser ces liens, ces interrelations et du coup ces droits fondamentaux du vivant. Merci pour ça, ça permet de faire la transition. Tu nous as dit en fait tout à l'heure que quelque part c'était déjà une réalité parce que l'Équateur avait mis les droits de la nature dans sa constitution, parce que c'était arrivé dans différents pays. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner des exemples concrets pour que on comprenne dans quelle mesure, quand c'est une réalité, qu'est-ce que ça change, et aujourd'hui, quelle chance toi tu vois que ça arrive en France? Alors, ça fait beaucoup de questions. Je commence par un exemple concret. L'Équateur, puisqu'on a quand même pas mal de recul sur le sujet. En Équateur, il y a eu, il y a quelques années, une décision vraiment intéressante qui s'appelle la décision Los Cedros. Los Cedros est une forêt tropicale humide en Équateur. Le gouvernement avait délivré 2 permis miniers dans cette forêt qui couvraient 80% de la forêt. Donc, autant dire que c'était fini de cet écosystème. Les habitants du territoire, les villes, mais aussi les scientifiques qui analysaient, qui recherchaient la biodiversité dans cet écosystème, attaquaient la décision, le permis le permis minier. Et ce qui est intéressant, c'est que les citoyens ont perdu en première instance en appel, mais devant la Cour constitutionnelle, le juge constitutionnel a purement et simplement annulé ces 2 permis miniers en constatant
en travaillant à partir d'éléments scientifiques sur l'incapacité en fait de ces entreprises minières de respecter les droits fondamentaux de la nature et des populations humaines qui peuplent ce territoire. Et le juge s'est appuyé en fait sur les constatations scientifiques qui démontraient très simplement qu'en fait, si les activités minières s'implantaient sur ce territoire, ça allait conduire à la disparition des espèces qui y vivaient. Ça allait conduire aussi à un bouleversement du cycle de l'eau tel que le territoire ne serait pas lui-même en capacité de se régénérer suite à ces activités. Et on a conclu purement et simplement que du coup, les projets miniers étaient inconstitutionnels. Donc, ça permet en fait en Équateur d'avoir un regard croisé entre la science et le droit au bénéfice de la protection du milieu de vie des populations humaines et autres qu'humaines. Et ce qui est intéressant, c'est que le juge constitutionnel dans cette affaire, il a imposé à l'État et aux élus locaux d'organiser une grande concertation pour définir localement un plan de programmation intergénérationnel pour définir justement à l'avenir quelles sont les activités humaines qui seront encouragées sur le territoire pour être sûr justement qu'aucune activité inconstitutionnelle, incompatible avec le vivant, ne pourrait s'implanter à l'avenir. Donc il y a à la fois une démarche judiciaire, mais il y a aussi une vraie démarche démocratique qui s'est mise en place. Et d'ailleurs, j'ai fait un état des lieux plus poussé, parce que là, je peux vous en citer qu'un seul, mais j'ai fait un état des lieux très poussé de toutes ces jurisprudences qui existent aujourd'hui, de cas, d'affaires, de victoires, de lois, etc., dans un livre que j'ai publié avec l'AFD, l'Agence française de développement, à l'été dernier, et qui est en téléchargement libre sur le site de l'AFD. Il vous suffit de taper en votre barre de recherche AFD et les droits de la nature, et vous trouverez ce livre où j'ai fait un panorama avec 30 sites, 30 territoires qui ont reconnu les droits de la nature. C'était une commande de l'AFD, parce que l'AFD aujourd'hui, notamment le secteur prospective, droits humains, protection de l'environnement, s'interroge justement sur les droits de la nature comme un véritable levier concret pour repenser les modèles de développement. Et donc, que ce soit l'AFD, la plus grande institution bancaire française dans la matière de développement, bah, c'est quand même un petit signal que les choses bougent. En tout cas, c'est ce que j'espère. Mmh. Et du coup, donc, tu as recensé là, ces 30 jurisprudences. Elles se situent où dans le monde? Parce que donc là, tu nous as parlé de l'Équateur, tu nous as parlé de l'Amérique du Sud. Est-ce qu'il y a d'autres continents ou d'autres lieux dans lesquels on voit émerger ce mouvement? Oui, bah, je le disais tout à l'heure, il y a une centaine d'initiatives aux États-Unis portées sur des territoires autochtones et parfois non autochtones. Il y a une belle initiative sur le fleuve Saint-Laurent au Canada, par exemple. Il y a sur les continents africains l'Ouganda qui est vraiment pionnier aussi, le Nigeria qui se place en bonne position. Il y a eu des tentatives manquées malheureusement en Tunisie et au Maroc, c'est un sujet émergent. Évidemment, en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande et les Maoris sont pionniers sur le sujet, les aborigènes en Australie aussi. En Inde, il y a de très belles jurisprudences. Au Bangladesh, les droits de la nature et des rivières plus particulièrement sont déjà reconnus. Au Pakistan, on a des belles jurisprudences sur les droits fondamentaux des animaux. Et le mouvement prend en Europe, avec donc la lagune Mar-Ménor, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi en Irlande, en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, et puis en France, nous avec Wild Legal, on accompagne une quinzaine de sites pilotes un peu partout en France où justement on fait émerger localement la question des droits de la nature et on travaille activement à rédiger des textes, des documents de planification, donc plan local d'urbanisme, schéma d'aménagement de gestion de l'eau, etc. Je passerai tous les acronymes très 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 vilains qu'on utilise pour décrire ces politiques locales. On accompagne des parcs, des réserves naturelles. On travaille donc avec le réseau des réserves naturelles de France. On forme tout un tas d'acteurs à ces sujets, dont la mairie de Paris, par exemple, qui faisait partie aussi du lot. Et donc, voilà, c'est un mouvement qui émerge vite, qu'on essaye de structurer, qu'on essaye de porter collectivement. Et je pense que la France n'est pas tant en retard que ça, en fait, par rapport aussi d'autres pays européens qui tâtonnent encore un peu, mais où, par exemple, il y a des belles initiatives en Italie, en Allemagne et dans les Balkans, où le mouvement est présent aussi. Alors, ça me questionne, c'est qu'on voit bien que c'est né souvent dans des endroits où il y avait des peuples autochtones qui avaient un rapport à la nature très différent
de nous. Et là, tu nous donnais plein d'exemples en Europe dans lequel, a priori, là, il y a moins de peuples autochtones. Et du coup, comment est-ce que ça va être quoi les leviers, tu vois, dans les pays européens qui permettent de faire avancer ces sujets? En fait, aujourd'hui, la question des droits de la nature percute de plein fouet la question des droits humains. C'est-à-dire qu'on se rend compte avec la dégradation de la biodiversité, avec les bouleversements climatiques. Je prends que l'exemple de Valence, mais ça concerne aussi les feux dans le sud de la France, ça concerne les dernières inondations qu'on a eues dans le nord. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la question de la protection du milieu de vie ne peut pas être distinguée de la protection du milieu lui-même. Et donc, le mouvement des droits de la nature apparaît comme une solution crédible pour protéger le milieu en tant que base essentielle de notre existence. Et du coup, le mouvement des droits de la nature commence à s'enraciner parce que justement, on se rend compte qu'il n'y a pas d'opposition, qu'il n'y a pas d'écologie punitive, mais que la question de la protection de l'environnement est en fait la base même de la réflexion autour de la protection des droits humains et des générations futures. Et je citerai qu'un seul exemple. On a eu là, avant Noël, une belle surprise avec la décision du Conseil constitutionnel justement dans l'affaire Mar Menor, sur cette fameuse lagune espagnole reconnue comme sujet de droit. Le juge constitutionnel avait été saisi par l'extrême droite qui voulait justement voir purement et simplement annuler cette loi. L'extrême droite qui soulevait que reconnaître les droits de la nature, c'était justement opposer l'humain et la nature. Le juge constitutionnel a purement et simplement balayé ces arguments en soulignant que les droits de la nature et la protection du vivant étaient tout simplement liés à la question de la protection de la dignité humaine. Et le juge espagnol insiste sur le fait qu'il ne peut y avoir de vie digne dans un environnement dégradé. Vous voyez là où on en vient, c'est qu'aujourd'hui, eh bien effectivement, les dégradations, que ce soit, alors en l'occurrence là sur la Mar Menor, des pollutions agricoles massives qui conduisaient à des phénomènes d'eutrophisation, des algues vertes partout, des poissons qui sortent de l'eau tellement il n'y a plus d'oxygène dans l'eau elle-même. Ça avait traumatisé les gens qui vivent autour de cette lagune, vraiment, de voir à quel point leur milieu était dégradé. Et donc, ces activités humaines, ces pressions anthropiques sur nos milieux, aujourd'hui, évidemment, elles condamnent sur le long terme le milieu, mais en fait, elles portent atteinte à nos droits fondamentaux. Nous aussi, nous sommes condamnés si notre milieu s'effondre. Et donc, c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça, évidemment, que le mouvement émerge aujourd'hui en Europe, c'est qu'on se rend compte de ça. Là où les populations autochtones, qui étaient souvent en première ligne des projets extractifs les plus massifs, les plus conséquents, les projets de mines sur des territoires forestiers autochtones, etc. Forcément, eux ont réagi avant. Eux se sont soulevés parce qu'effectivement, ils avaient ce lien à la nature très fort qui a immédiatement fait en sorte qu'ils se saisissent des droits de la nature pour dire mais notre terre, notre lien à la terre est menacé. Et surtout parce qu'ils ont vu dans le mouvement des droits de la nature une manière de répliquer à ce droit occidental, à ce droit des entreprises et à dire ce droit-là, nous n'en voulons pas. Nous n'acceptons pas l'application de ce droit sur nos territoires parce qu'il ne convient pas ni à notre vision du monde, ni à nos modèles économiques et politiques, etc., etc. Et donc, nous, aujourd'hui, en Europe, on constate la montée des droits de la nature parce que justement, on se rend compte que le lien est évident entre droits humains et droits des milieux de vie et qu'il est nécessaire d'utiliser les droits de la nature justement comme réponse structurante. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, il y a un très bon rapport que vous pouvez lire qui a été réalisé par l'IPBES, vous savez, le groupement international de recherche sur la biodiversité, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, et qui souligne ça justement, qui dit « Les droits de la nature sont un levier à la fois culturel, parce qu'il faut changer les mentalités, il faut prendre à la racine cette question du lien entre humain et autre qu'humain, qui est vraiment des défis de la protection de la biodiversité, parce que si on ne se sent pas relié à la biodiversité, si on ne se sent pas relié à notre milieu de vie, on ne peut pas agir. On n'a pas ce déclic pour agir.
Et l'IPBES souligne aussi que les droits de la nature sont aussi un levier de transformative change. Ils parlent de changement transformatif pour nos institutions. Parce que justement, on fait rentrer la question de la protection de la nature comme partie prenante, comme personne à part entière dans la sphère politique. Et donc, il faut revoir complètement notre manière de prendre nos décisions. Et l'IPBES pointe justement cette question de la protection des droits de la nature et de l'inscription dans les modèles juridiques comme ce levier de transformative change pour faire évoluer nos ambitions et pour provoquer de vrais déclics. D'ailleurs, l'IPBES dit jusqu'ici, on n'a pas entamé de transition. On a tenté de réformer, mais on n'a pas tenté de transformer nos systèmes de pensée. Et ça, c'est très important à avoir en tête. On a 2 questions. On va les prendre là en direct. La première, c'est une question d'Agathe qui demande qu'en est-il de la Chine dans la plupart des métaux et autres matières, bois textiles, entreprises dépendantes. Qu'en est-il de la Chine dans la plupart des métaux et autres matières dont les entreprises dépendent, j'imagine? Agathe est en train de faire une petite correction. Ok, pas de souci, mais enfin, si la question c'est est-ce que les droits de la nature existent en Chine? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Je sais qu'il y a aux Philippines un mouvement qui est très présent et dans d'autres territoires où les choses progressent, mais à ma connaissance, pas sur le territoire chinois. Ok. Et on a une deuxième question de Jeanne qui voulait comprendre avec quelle structure tu suivais les sites pilotes en France. Donc, en fait, j'ai fondé en 2019, en revenant de Guyane, cette association Wild Legal, dont je suis la présidente aujourd'hui, et qui est composée essentiellement de juristes, mais aussi d'autres personnes qui nous aident à structurer ce mouvement sur le plan de la communication, sur le plan de la campagne, etc., des campagnes. Et donc, on suit ces sites pilotes grâce à Wild Legal et on coordonne le travail, on fait en sorte d'apporter un soutien juridique et technique, de valoriser aussi le travail qui est fait sur le terrain pour le faire connaître par le plus grand nombre, parce que ce qui est important pour nous, c'est que ce travail sur les sites pilotes, il permet de convaincre aussi d'autres territoires d'expérimenter, de répliquer des solutions qu'on a développées localement, etc. Voilà. Donc, et puis aussi de coordonner peut-être une réponse à l'échelle nationale d'ici quelques temps, quand on y verra plus clair et que l'horizon parlementaire se sera un petit peu dégagé, pour le dire poétiquement. Et donc voilà, on est vraiment dans cette démarche d'être en soutien et en agrégateur de bonnes énergies de territoires qui agissent et qui sont pionniers du sujet des droits de la nature en France. Super, bon, écoute, merci beaucoup. L'idée, c'est de comprendre un peu ce que ça change. Tu nous as déjà donné quelques exemples, notamment sur un projet minier qui a été interdit. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de la Mar Menor, le fait qu'elle soit protégée en Espagne, qu'est-ce que ça permet ou à l'inverse, qu'est-ce que ça interdit? Alors, sur la lagune Mar Menor, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, la réflexion autour de la personnalité juridique de la Mar Menor, parce que maintenant dans la loi, il est prévu que la Mar Menor est passée du statut d'objet de conservation au statut de sujet indissociablement biologique, culturel, et donc ce sujet, eh bien, il est représenté par un organe de tutelle, puisque comme un enfant qui pourrait pas prendre des décisions pour elle-même ou de se représenter politiquement, eh bien, la lagune ne pouvant pas parler, elle dispose d'un organe de tutelle qui est son tuteur légal, qui la représente comme toute personne incapable. Et donc, c'est très intéressant parce qu'ils ont vraiment travaillé à une structure qui est très innovante, qui est composée de 3 comités. Un comité scientifique. Ce comité scientifique, en fait, il énonce des critères à respecter, des critères de biodiversité, de turbidité, de bon état écologique du milieu, pour dire voilà les efforts à faire pour justement atteindre le respect des droits fondamentaux de la lagune. Il y a un comité qui est un comité de gardiens qui est composé en majorité d'habitants de la lagune et aussi de représentants de l'État. Et un 3e comité, alors ce comité des gardiens, lui, il décide des actions à mener
et il suit leur réalisation, et un comité de surveillance qui suit aussi la réalisation et qui diffuse ce savoir, qui contrôle la bonne application de ces actions, mais aussi qui diffuse la réalisation des actions auprès du grand public. Et celui-là, il est composé de représentants de la société civile au sens large, c'est-à-dire aussi les associations d'habitants, les associations de protection de l'environnement, les associations d'agriculteurs ou d'autres secteurs économiques, et d'élus locaux, d'élus situés autour de la lagune. Et donc, en fait, c'est très intéressant puisque ça, c'est un modèle qui n'existe pas du tout en France. Hein. C'est un modèle qui pense, du coup, à partir des données scientifiques, et donc qui se place dans la position de l'écosystème et qui organise, du coup, avec les citoyens. Encore une fois, ça n'existe pas non plus en France. Par exemple, dans nos commissions locales de l'eau, les citoyens ne peuvent pas siéger en leur nom dans une commission locale de l'eau et décider des actions, etc. Il y a vraiment un modèle assez poussé, du coup, de démocratie locale qui a été repensé pour les besoins de cette lagune. Et c'est très intéressant parce que ça produit déjà quelques effets, on le voit, notamment dans l'application des normes en matière de rejet agricole, parce que ça, c'est les droits de la nature ne viennent pas se substituer aux normes environnementales. Les normes environnementales restent parfaitement, celles qui protègent l'environnement restent appliquées. Mais du coup, ça vient renforcer politiquement cette application et donner justement plus de poids à la représentation de la nature, à la défense de ses intérêts propres. Et on constate sur le terrain aussi au rapport de force beaucoup plus équilibré entre ceux qui font, par exemple, le contrôle des pollutions agricoles et ceux qui en sont les auteurs, malheureusement. Ok, donc du coup, ce que tu racontes et qui est particulièrement intéressant, c'est que dans ce cas-là, donner des droits à la nature, ça veut dire déjà donner une voix, puisque la lagune ne peut pas parler, c'est comment et qui va incarner sa parole. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est des populations diverses qui vont être des citoyens, des politiques, et puis il va y avoir ce dialogue du coup entre les agriculteurs qui, pour certains, polluent, et du coup les personnes en face, enfin les habitants et ceux qui vont parler pour la lagune, quoi. C'est ça. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que voilà, ça trouve aussi ses racines dans la science, et les scientifiques sont aussi en charge d'énoncer finalement de parler dans les intérêts de la lagune, de dire ce dont elle a besoin, de s'appuyer sur leurs connaissances, sur leur suivi, sur leur rapport pour dire voilà où on doit aller. Et en fait, ça fait écho malheureusement à l'échec, et d'ailleurs le juge constitutionnel espagnol l'a bien rappelé dans sa décision là, de 2024, c'est que on peut pas continuer à faire comme on a fait, parce qu'en fait, ça n'a pas démontré de résultats. Et donc, il soutient, il rejette les arguments de l'extrême droite, il soutient la reconnaissance des droits de la nature parce qu'il dit, aujourd'hui, il faut ce que l'IPBES appelle ces changements systémiques. Et c'était Einstein qui disait, on peut pas continuer à faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Ben, aujourd'hui, c'est justement ce que dit le mouvement des droits de la nature. On a essayé le droit de l'environnement classique, mais en fait, celui-ci est structurellement incapable parce que justement, il ne reconnaît pas la place de la nature, il ne reconnaît aucune valeur au vivant. Et donc, on a besoin de ces fameux changements transformatifs à la fois sur le plan culturel, changer notre regard sur le milieu de vie dans lequel on habite, sur le plan économique, transformer nos modèles d'affaires, penser des modèles d'affaires justement qui sont compatibles avec nos milieux de vie, ça paraît tellement être du bon sens. Transformer nos modèles juridiques pour que chacun sache exactement à quoi s'en tenir, pour qu'on réorganise nos modèles d'affaires, mais aussi notre modèle de vivre ensemble dans son ensemble, autour de ces lois du vivant, pour faire en sorte que l'ensemble de la communauté aille bien, et ça sur le long terme, pour plusieurs générations, et pas justement, et c'est ce que pointe l'IPBES, c'est qu'aujourd'hui, il pointe comme frein à la transition écologique le fait qu'il y ait une concentration à la fois des richesses et des pouvoirs. Et on le voit par exemple avec les élections américaines. C'est pas de la politique fiction, on est en train de le vivre, on est en train de le constater. Et au-delà du coup de cette concentration des richesses et des pouvoirs, il y a un second frein massif, c'est vraiment celui d'une culture du court terme, d'une culture de l'argent et de la compétition, qui font qu'en fait on se concentre et on place finalement
nos valeurs en tant que société dans ces intérêts court-termistes. Il faut faire du progrès à court terme, il faut faire du profit à court terme. Et ça, évidemment, c'est complètement différent d'une société qui aurait pour valeur, pour repère, l'harmonie avec la nature, vivre avec les autres, partager de manière égale, trouver une cohabitation pacifique avec les autres êtres vivants. Et voilà, ça, ces changements transformatifs doivent venir du coup justement de cette prise de conscience qu'il faut une transformation culturelle. C'est ce qu'on dit en France quand on dit il faut des nouveaux récits. C'est de ça qu'on parle, de ces nouveaux récits, de nouveaux modèles économiques et de nouveaux modèles juridiques, parce que les modèles juridiques sont ce qui enracine profondément nos règles de vie, notre manière de vivre ensemble. Moi, je compare. En fait, c'est un jeu d'interaction entre le droit et la culture, puisque vous le savez, notre façon de voir le monde, notre culture, crée en fait le droit. Parce que on construit nos modèles juridiques sur la manière dont on voit le monde. Et en fait, ça rétroagit ensuite, parce que nos modèles juridiques ensuite consolident, mais parfois aussi figent, encouragent du coup certaines façons de voir le monde au détriment d'autres façons de voir le monde. C'est pour ça qu'en ce moment, d'ailleurs, dans les négociations internationales, on dit beaucoup, il faut laisser de la place aux peuples autochtones, il faut laisser de la place à ces minorités qui en fait ont un autre regard sur le monde, un autre lien culturel avec la nature, parce qu'on se rend bien compte que notre lien, on dit souvent, nous en ville, on est déracinés, on est coupés de la nature. En fait, c'est exactement ce lien d'empathie très fort avec le vivant qui nous permettra de faire cette fameuse transition écologique, transformation écologique en fait de nos sociétés et changement systémique et transformatif dont on a besoin à tous les étages. Écoute, tu t'as répondu du coup un peu en partie à la question qui arrive là de comment les entreprises peuvent agir en montrant cette nécessité de changement culturel, de remettre du long terme, de remettre de l'empathie. Dans les exemples concrets, tu as commencé à nous en donner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les droits de la nature ont plutôt permis de bloquer des projets qui avaient été entrepris par des entreprises. Du coup, tu donnais l'exemple de la Montagne d'Or, l'exemple de l'exploitation, d'une autre exploitation minière. Ouais. Voilà. Est-ce que toi, tu vois un monde dans lequel les entreprises, tu vois, certaines entreprises pourraient venir défendre ces droits de la nature, c'est-à-dire que ce serait plus juste une entrave à leurs activités, mais justement quelque chose qu'elles viendraient défendre pour elles-mêmes, en fait. Alors, en fait, je veux pas trop dépolitiser la chose dans le sens où on a besoin de pionniers, on a besoin d'entreprises qui se lancent. Mais en fait, on a besoin d'un modèle juridique qui vient l'imposer à tous. Parce qu'on le voit aujourd'hui, malheureusement, la politique de la carotte, moi, j'y crois absolument plus du tout. En mode, oui, il faut encourager, il faut pas décourager. Non, honnêtement, ça entraîne juste une compétition inégale entre ceux qui veulent bien faire et ceux qui se foutent complètement de faire mieux. Et donc, je trouve ça... il faut bien politiser les choses, c'est-à-dire replacer l'idée qu'il faut aussi faire en sorte qu'il y ait des règles communes et pas une disproportion créée par du coup une compétition inégale entre justement ceux qui veulent bien faire et les autres. Donc je suis pour qu'il y ait des pionniers qui montrent la voie, mais ne pas oublier qu'il faut changer la loi. Et on a des exemples de pionniers, heureusement, notamment en Écosse, où il y a une entreprise qui, justement, convaincue du modèle des droits de la nature, a nommé, il y a quelques années déjà, un gardien de la nature dans son conseil d'administration. Donc, il y a une personne qui est un administrateur, qui est inscrit dans les statuts avec des pouvoirs spéciaux et qui donne son avis, justement, au nom de la nature, sur les politiques de développement et les stratégies développées par l'entreprise. Et donc, il y a toute une méthodologie qui a été mise en place. Je vous invite vraiment à regarder, c'est passionnant parce que tout est en open source, à la fois leur statut, ils ont exactement expliqué ce qu'ils avaient changé, etc. et comment ils s'y prennent. Il y a un blog où ils racontent en permanence ce qu'ils font, les acquis, ce qu'ils en apprennent, etc. C'est vraiment passionnant. C'est l'entreprise Faith in Nature. Donc,
foi en la nature. Je sais pas s'ils produisent des cosmétiques bio. Et ils sont vraiment des pionniers et convaincus de cette question. Ils la portent vraiment de manière très encourageante. Et en France aussi, on a un pionnier qui s'appelle Norcis, qui a nommé, alors c'est un modèle un peu différent, il a nommé dans la fondation qui détient l'entreprise Norcis un administrateur nature. Et dans cette fondation, du coup, elle a un droit de veto en cas de décision non compatible avec la nature. Ça, c'est un autre. Vous trouverez aussi des informations sur Internet là-dessus. J'ai publié sur le blog de Wild Legal un article de décryptage pour donner plus de précision sur quelles sont justement chez Facing Nature les méthodes adoptées, quelles sont les méthodes de Norcis et d'autres groupes aussi. Ils travaillent. Enfin, il y a quelques années, il y avait eu le groupe de travail des colloques de Cerisy qui avait publié un petit qui avait publié quelque chose justement là-dessus, disant qu'il fallait faire rentrer la nature aussi dans les fonds, dans les conseils d'administration, doter la nature en fait de parts, un peu sur le modèle de Chouinard avec Patagonia. Donc il y a en fait aujourd'hui pas mal d'entreprises qui testent, qui font des choses. Nous avec Wild Legal, on accompagne aussi des syndicats, notamment la CFDT. Sur cette idée de comment les syndiqués, les personnes représentantes du personnel, pourraient être aussi des gardiens de la nature. Parce qu'il y a une chose qui est importante à mes yeux, c'est que ça ne vienne pas simplement des administrateurs, où on retrouverait encore un modèle ultra pyramidal, où finalement les administrateurs éclairés pourraient parler au nom de la nature. Dans mon modèle, ou plutôt dans ma vision des choses, on repenserait à un système circulaire, vraiment global, où à la fois les administrateurs, mais aussi les personnes qui travaillent au quotidien dans l'entreprise, notamment par le biais de la représentation dans les syndicats, du coup, pourraient exprimer aussi la position et les intérêts du vivant. Et je pense que de cette manière-là, en refaisant un tout, en évitant justement quelque chose de très descendant, on pourrait donner aussi l'envie et le pouvoir d'agir à ceux qui font en fait l'énergie au quotidien des entreprises. Donc, on travaille à un modèle avec tous ces pionniers, avec le réseau. La CFDT a créé en fait ce qu'ils appellent le réseau Sentinelle Verte, qui justement pousse ces sujets-là à l'intérieur de la CFDT et qui est très actif sur ce sujet de gardien dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment des pistes d'action et on pourrait parfaitement imaginer qu'à terme, ça devienne une obligation légale, à la fois d'introduire des gardiens de la nature dans le conseil d'administration et dans la représentation des salariés. Faut pas imaginer que c'est totalement utopiste ce que je dis, parce que la représentation du personnel, c'est le Front populaire, c'est 36. C'est pas si loin, ça a même pas 100 ans. Et avant ça, on considérait que les humains c'était de la force de travail, voilà, la matière première, quoi. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que c'est bien d'avoir des représentants politiques qui quand même peuvent parler au nom de ces personnes qui sont la force active de l'entreprise. Il est presque temps de se dire du coup oui, une autre date aussi que j'aime bien donner, c'est l'obligation de représentation égale entre les hommes et les femmes dans les conseils d'administration. Pas si lointain non plus, 2011, la représentation à au moins 40% de femmes dans les lieux de décision dans l'entreprise. Voilà, vous savez, la loi, elle arrive justement là-dessus à dire, voilà comment on transforme notre manière de décider. Voilà comment on transforme notre manière de représenter les intérêts au sein de l'entreprise. Et donc, je pense que demain, il devrait y avoir une loi fixant justement des obligations en matière de représentation des intérêts de la nature, puisque les entreprises sont ultra dépendantes de la stabilité de nos écosystèmes, ultra dépendantes de l'eau, d'un air pur, d'un environnement sain en général. Et donc, il serait absolument normal que la nature soit correctement représentée et puisse faire valoir ses droits dans les lieux de décision qui gouvernent les stratégies d'entreprise. Merci beaucoup, Marine. On sent ta passion à porter ce sujet quand tu parles. J'ai invité Thibaut à nous rejoindre. J'ai vu qu'il y avait des questions et des commentaires auxquels on n'a pas répondu. Thibaut, je te laisse la parole. Merci Clémence, merci Marine pour cet échange passionnant. On a eu je vais remonter un peu le fil, il y avait eu une question de la part d'Agathe, effectivement, sur la gouvernance des entreprises. Tu as pas mal répondu, Marine, à travers les exemples de Facing Nature et de Norcis. Je
vous invite aussi, moi, à aller voir les travaux qui ont été menés, qui ont permis de mener aussi les avancées chez Norcis et les travaux de Franz Gault sur la nature au travail et sur comment intégrer la nature en tant que partie prenante dans les entreprises. Donc voilà, ça c'est juste pour clôturer un peu cet aspect-là. C'est assez passionnant et il y a il y a des entreprises qui commencent à traiter le sujet. Je vais remonter un tout petit peu. Il y avait une question de Salah qui se demandait comment le droit de la nature pourrait contribuer à la protection des océans et des écosystèmes côtiers. Du coup, j'imagine que c'est au final, c'est de la même manière que attribuer des droits à un fleuve, à une forêt, à une montagne, pour parler d'écosystèmes un peu plus larges, un océan par exemple. Oui, alors en fait, avec Wild Legal, justement, on porte une proposition cette année. Vous savez, ça va être une année assez importante pour l'océan puisque Nice accueillera le congrès de l'UNOC durant le mois de juin. Et donc, effectivement, on a proposé la question de la reconnaissance des droits de l'océan comme une des mesures phares qui devrait être adoptée à Nice. On n'y est pas encore, on va avoir besoin de soutien, on va avoir besoin de personnes qui poussent à nos côtés pour que les négociations se passent bien. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, évidemment, n'hésitez pas à nous contacter. Parce que il y a des grands enjeux pour que évidemment l'océan soit reconnu en fait comme une personne, mais aussi comme un sujet de droit au niveau international. Et localement, il y a des pays qui le font déjà. Sur le site de Wild Legal, vous pouvez retrouver un fascicule qu'on a publié il y a quelques années déjà, au moment du il y a quelques mois, au moment du débat sur l'océan, organisé par la Commission nationale du débat public, un fascicule qui montre justement tout un panel de pays qui reconnaissent déjà les droits de la nature. Et je reprendrai juste un exemple, celui de l'Équateur, parce qu'on a eu juste avant Noël une décision vraiment intéressante en Équateur. Suite à la reconnaissance des droits de la nature, s'est posé la question de la préservation justement des écosystèmes du littoral et de l'océan sous la responsabilité de l'Équateur. Les parties qui concernent donc directement les écosystèmes marins du territoire équatorien. Et l'Équateur a imposé une interdiction de pêche intensive, de pêche industrielle dans les premiers 8 milles des côtes. C'est une loi qui a été adoptée il n'y a pas très longtemps. Et cette loi, elle a été attaquée, évidemment, par les pêcheurs industriels et qui ont soulevé l'incompatibilité entre cette loi et leur droit fondamental de la liberté d'entreprendre, fameuse liberté d'entreprendre. Et le juge constitutionnel a rendu une décision là le 18 novembre dernier en Équateur, balayant cet argument et soulignant que en fait cette loi était constitutionnelle d'une part parce qu'elle était compatible avec les droits fondamentaux de la nature, aussi parce qu'elle protégeait les droits humains à la sécurité alimentaire, parce qu'elle protégeait les pêcheurs artisanaux, et donc du coup elle permettait aux populations locales de préserver leurs ressources en poissons. Et donc elle a dit qu'il était de l'obligation en fait du législateur de trouver un équilibre entre activité industrielle et préservation des droits fondamentaux de la nature, et que cette loi était donc parfaitement valable et légitime. Et ça c'est très intéressant parce qu'en fait le juge équatorien a vraiment développer une très importante jurisprudence, donc des concepts clés qui lui permettent en fait d'avoir une analyse poussée sur la légitimité des activités humaines dans la balance entre justement droits fondamentaux de la nature, droits humains et liberté d'entreprendre. Et ça, c'est des concepts qui sont pas si éloignés que ça de nos jurisprudences aussi en France. Il y a quelques années déjà, il y avait une belle jurisprudence du Conseil constitutionnel dans une affaire où des exportateurs de pesticides se plaignaient de restrictions en matière d'exportation de ces produits interdits en France. Et le Conseil constitutionnel a dit c'est de la responsabilité du législateur de garantir l'équilibre entre liberté d'entreprendre et protection de la santé humaine en France et à l'étranger. Et donc, vous voyez, c'est pas des mécanismes juridiques farfelus, c'est quelque chose qui émerge sur la scène juridique, mais en fait, qui est une préoccupation désormais de nos sociétés en général. Ok, merci pour cette réponse complète. Et je vais prendre une dernière question parce que je vois qu'on arrive à la fin du webinaire. C'est Hélène qui posait la question sur le droit rural en France. Est-ce que le droit rural, qu'est-ce qu'il couvre et sur quel droit s'appuient les agences de l'eau ou autres pour sanctionner les dérives, les pollutions, par exemple? Est-ce que du coup, le
le droit rural s'inscrit dans le droit de l'environnement que tu citais aussi tout à l'heure? Oui, je suis pas une spécialiste parce que ça concerne des domaines avec lesquels finalement j'ai peu à faire et qui sont plutôt éloignés en vérité du code de l'environnement, même s'il y a des choses qui se recoupent. Le droit rural, ça recoupe les conditions d'élevage, l'organisation agricole, etc. Moi, je travaille plutôt sur justement tout ce qui est littoral, forêt, écosystème, biodiversité, etc. Donc c'est plutôt éloigné en vérité, mais il s'agirait justement de faire en sorte que les deux eh bien se retrouvent à l'avenir justement et c'est justement au regard de ce qui se passe dans le monde, intéressant de noter que par le biais d'une révision de notre constitution française, en incluant les droits de la nature dans la constitution, qu'on pourrait véritablement réussir justement à faire redescendre cette philosophie des droits de la nature dans chacun des codes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et qui montre bien qu'en fait on pense nos milieux de vie non pas en fonction des besoins du vivant, mais en fonction des usages qu'on en fait. Et on a complètement du coup catégoriser les usages. Donc, il y a le code forestier, le code rural, le code de la pêche. Et en fait, évidemment, cette manière totalement sectorielle et totalement artificielle de regarder le monde juste à travers un prisme utilitariste, évidemment qu'il ne peut pas répondre aux enjeux du 21e siècle. Et donc, on a vraiment urgence à réviser toute cette matière juridique pour en faire quelque chose de cohérent au regard des lois du vivant. Parfait. Super, merci beaucoup. Merci Thibaut, merci Marine. Merci à vous tous là dans le chat où il y a eu plein de commentaires très riches et hyper intéressants. Voilà, c'était un vrai plaisir de passer cette heure ensemble. Et puis, j'ai oublié de vous donner les infos de la fin. Quelques infos du coup pour aller plus loin. Donc l'initiative des Gardiens de la Seine, on n'a pas eu le temps d'en parler, c'était très très dense, mais c'est une initiative menée par Marine également qui va tout à fait dans cette direction des droits de la nature autour de la Seine. Et c'est le procès de la Seine, c'est un peu la suite de l'initiative des Gardiens de la Seine, et donc je vous invite à regarder. On fait un prochain webinaire le 20 février et autour de construire une démarche biodiversité de la mesure au plan d'action, et ça va être un retour d'expérience de Décathlon avec Marie-Morgane Gréban. On a une réunion d'information le mardi 21 janvier à midi sur nos différents ateliers de sensibilisation. Et enfin, si vous voulez nous suivre, c'est possible sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram, ou sur notre newsletter que vous trouverez sur rivage.fr si vous ne voulez rater aucun de nos prochains webinaires. Voilà, on vous écrira un petit mail avec toutes ces informations, ces liens, et dans lequel on reprendra les liens qui ont été partagés dans le chat. Un grand merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.